Une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Parole de femme. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles sont entrepreneuses, artistes, altruistes, courageuses, têtues, ambitieuses, passionnées. Elles se confient en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de femme. Marie-Laure Buisson. Une chose est sûre, votre parcours est tout sauf ordinaire. Vous débutez votre vie professionnelle en tant qu'avocate d'affaires, puis vous passez par le Parlement européen avant d'occuper le poste de délégué général adjoint au sein de la Fondation Veolia Environnement. En 2011, c'est un tournant décisif dans votre vie. Vous devenez auditrice à l'Institut des hautes études de défense nationale. C'est là que vous faites une rencontre déterminante, celle de la Légion étrangère. Depuis lors, vous menez une vie engagée et passionnée qui vous a valu le titre de légionnaire de première classe, ainsi que celui de colonel de la réserve citoyenne de l'armée de l'air et de marraine du 4e régiment étranger. Comme si cela ne vous suffisait pas, vous vous investissez activement dans votre fondation en faveur des blessés de guerre et des minorités opprimées. Et on ne peut évidemment pas vous présenter sans parler de votre livre Femmes combattantes, qui brosse le portrait de 7 héroïnes incroyables qui se sont illustrées de la Seconde Guerre mondiale à nos jours. Marie-Laure, bonjour. Bonjour Clémence. Alors comme je disais dans l'introduction, vous avez débuté en tant qu'avocate d'affaires. À quel moment vous sentez que vous n'êtes pas forcément à votre place et qu'il y a autre chose qui vous attend ailleurs ? En fait, assez rapidement, curieusement. J'avais très envie d'être avocat parce que je rêvais de porter la robe. Mon père était avocat, alors il doit y avoir quelque chose de psychanalytique, de l'ordre du transfert, je ne sais pas. Mais oui, je voulais être avocat, je trouvais que c'était un beau métier. Et puis, assez vite, je me suis dit que dans le fond, c'était pas forcément fait pour moi. Et à l'époque, en tout cas, j'ai pas vraiment adoré l'ambiance qui régnait dans les... Qu'est-ce qui vous déplaisait ? J'ai trouvé que, vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de sororité. Alors peut-être n'ai-je pas eu de chance, mais je suis tombée dans des milieux où c'était pas forcément formidable. Les associés des cabinets étaient pas forcément toujours très gentils, par exemple, avec les collaboratrices qui tombaient enceintes. Et puis voilà, donc j'avais envie de voir du pays, de changer, de faire autre chose. Enfin, c'est un métier que je ne regrette pas d'avoir embrassé au départ. Il y a toujours cet idéal formidable de vouloir défendre la veuve et l'orphelin qui peut vous animer, en tout cas au départ, quand vous prêtez serment. Je suis très fière d'avoir été avocat et on le reste toute sa vie, puisqu'en fait, on ne fait que raccrocher la robe quand on arrête, mais on peut la remettre quand on veut. Vous avez raccroché la robe et vous êtes passé par le Parlement européen. Vous avez occupé également le poste de délégué général adjoint de la Fondation Veolia. Vous pouvez un peu nous expliquer en quoi ça consistait, tout ça ? Le groupe Veolia, qui est un groupe énorme, qui est issu de la Compagnie Générale des Eaux, a eu besoin, à un moment donné, de ramasser toutes les actions de mécénat que ce groupe entreprenait sous une même égide qui était cette fondation. À ce moment-là, moi, j'ai accepté de gérer des projets. Et donc, pendant 7 ans, je peux vous dire, Clémence, que je suis allée dans les pays les plus... je ne vais pas dire les plus atroces parce que c'est pas vrai, ce sont des pays magnifiques, mais je veux dire en tout cas, je suis allée dans des endroits où traditionnellement on ne va pas. C'est-à-dire que j'ai vécu un moment sur la décharge de Phnom Penh pour aider là-bas les chiffonniers, puisqu'il s'agissait de financer la construction d'une maison médicalisée et d'un chalet de première urgence pour nourrir des enfants qui ramassent les ordures, en fait, pour essayer de survivre avec leurs parents. J'étais dans des pays extraordinaires en Amérique latine, beaucoup en Colombie. Il y avait un besoin énorme de refuge pour des enfants abandonnés, parce qu'il y a énormément de mères seules qui abandonnent leurs enfants, malheureusement, ou qui meurent, donc il faut bien prendre en charge les enfants. Et puis aussi une grande campagne de lutte contre la progression de la cocaïne et contre les cultures illicites. Donc j'ai financé ça à l'époque avec l'ONUDC, qui est l'organisme des Nations Unies contre la drogue et le crime, qui avait un bureau spécifique à Bogota, et donc j'ai beaucoup travaillé avec eux. Voilà. Est-ce que c'est pour ça que vous êtes devenue auditrice à l'Institut des hautes études de défense nationale ? Oui, d'une certaine façon, dans la mesure où tous ces grands sujets de la pauvreté dans le monde, des populations en souffrance ou des populations déplacées, ça a un lien avec les enjeux géopolitiques. C'est une première chose, mais je dois vous confesser, chère Clémence, que depuis toute petite, moi j'étais complètement fascinée par le monde militaire. Coup de tonnerre dans ma vie, j'avais 5 ans et j'ai vu le film Patton à la télévision qui raconte l'histoire du général éponyme, général Patton. Et alors ma vie a été changée parce que je trouvais ça extraordinaire. Je trouvais qu'ils étaient tous beaux, élégants, magnifiques. J'adorais le principe de donner des ordres. Enfin, c'était fantastique. Je peux imaginer de là votre prochaine question, c'est alors Buisson, pourquoi n'avez-vous pas fait une carrière militaire ? Donc je vous réponds tout de suite. En fait, je ne supporte pas qu'on me donne des ordres. Je suis un électron libre.
Et qu'est-ce qui vous fascine quand vous voyez cet univers militaire ? J'admire les gens qui s'engagent, j'admire les gens qui ont décidé d'aller dans une voie, qui n'en dévient pas, qui ont des convictions profondes, qui aiment la tradition et qui ont le sens de la parole donnée. Voilà, ça j'aime. Et donc, je trouve que ces valeurs-là, parce que j'appelle ça des valeurs, on les retrouve beaucoup dans l'engagement militaire, c'est ça. Vous avez rencontré la Légion étrangère pendant votre année d'études, si je peux dire ça comme ça. Pourquoi est-ce que vous avez été particulièrement fasciné par la Légion étrangère plus qu'un autre corps d'armée ? C'est un monde extraordinaire. D'abord parce qu'il est infiniment émouvant et au sens noble du terme romantique. C'est le dernier endroit, je pense, où vous pouvez arriver avec juste un extrait de naissance et vous dites « Bonjour, je veux m'engager à la Légion étrangère » et on vous ouvre la porte. C'est le lieu de la deuxième chance pour ceux qui ont fait des bêtises, on va dire pas trop graves. La deuxième chance, elle sera consentie à condition de tout donner selon les valeurs de la Légion étrangère. Et ce qui est très important, c'est qu'on ne leur demande pas de renier leur patrie intime, qui est leur patrie de naissance. La phrase d'exergue de la Légion étrangère, c'est en latin « Legio Patria Nostra ». La Légion est notre patrie. C'est-à-dire que l'institution, la Légion, devient votre patrie. Et donc, c'est cet agrégat d'hommes qui devient votre famille. Et ceci, que vous soyez originaire d'Afrique, d'Asie, d'où que ce soit. Là, vous avez 150 nationalités, avec des cultures différentes, des langues différentes, des façons de se comporter différentes, et ça marche. Tout ça crée un esprit de corps extrêmement puissant qui fait que le Sénégalais qui ne connaissait pas le tibétain, qui ne connaissait pas le malgache, qui ne connaissait pas l'espagnol, et qui se retrouve dans une même chambrée, au bout de 5 semaines d'entraînement dans les fermes agricoles de la Légion étrangère, sans portable, sans télévision, sans rien, tous soudés les uns avec les autres, et bien au bout de ces 5 semaines, ils sont des frères d'armes, et ils seront prêts à aller au combat, et à faire n'importe quoi pour sauver leurs frères. Et ça, c'est très très beau. Ça m'émeut infiniment. Pour moi, ces hommes-là sont des aristocrates. Tous ont un sens de l'honneur, de la parole donnée qui est absolument incroyable, et ils viennent souvent de milieux cabossés, et ils ont eu des vies un peu particulières, comme on le sait avant, mais pour moi, ce sont des aristocrates, ce sont des types d'une élégance incroyable, toujours une droiture et un respect de la parole donnée qui m'émeut beaucoup. Vous avez reçu le titre de légionnaire de première classe à titre honoraire et vous êtes également colonel de la réserve citoyenne de l'armée de l'air. Vous pouvez nous dire en quoi ça consiste ? Légionnaire de première classe à titre honoraire, c'est conféré à des gens dont la Légion estime qu'elle lui a rendu des services exceptionnels. Voilà. Donc, vous pouvez nous parler de... Non. Mais voilà, moi j'étais très émue donc d'avoir été faite légionnaire de première classe parce que c'est inouï quoi, ça n'a rien à voir avec la Légion d'honneur qui est déjà rare mais enfin ça c'est rarissime donc voilà. Et sinon, colonel de la réserve citoyenne, à l'issue de ma formation à l'Institut des hautes études pour la défense nationale, j'ai été contactée par l'armée de l'air qui m'a demandé si j'acceptais de devenir réserviste, c'est-à-dire d'être là en soutien s'ils avaient besoin de moi. Et bien sûr, j'ai accepté. Ça a fait de moi une colonel de réserve. Mais comme vous le dites, je ne suis pas donc une militaire d'active et je ne suis que réserviste, c'est-à-dire que j'interviens que si le chef d'état-major de l'armée de l'air ou ses adjoints ont besoin de moi. Consécration ultime en 2019, vous devenez marraine du 4e régiment de la Légion étrangère. Vous me disiez que le premier titre était rarissime, mais celui-là, il est encore plus, parce que c'est que la deuxième fois de l'histoire de la Légion que ce titre est donné. Oui. Comment est-ce que vous avez reçu ce titre ? Comme un choc. Clémence, comme un choc. Incroyable. La première fois, c'était en effet une femme exceptionnelle qui s'appelait Leila Gondokov, donc qui était une princesse circassienne du Caucase, qui avait fui son pays au moment de la révolution soviétique, comme beaucoup de gens, et puis qui était arrivée en France. Et elle a énormément aidé les légionnaires. Comme elle avait de l'argent à sa disposition, elle a acheté des ambulances, elle s'est occupée d'eux, elle a monté un escadron d'infirmières, si je puis dire, pour les aider. Et de ce fait, ils ont été très émus par le dévouement qu'elle a montré à leur égard. Et donc, ils lui ont demandé de devenir leur marraine. Elle est devenue la première marraine, d'ailleurs on l'a appelée pendant des années la marraine d'un régiment de Légion. Voilà. Et quant à moi, j'ai été en 2019
fait, donc marraine du 4e régiment étranger. C'est là où on forme les légionnaires à Castelnaudary. Ça faisait quelques années que je m'occupais des légionnaires là-bas et aussi des anciens légionnaires qui se retrouvent pour certains d'entre eux dans le dénuement et un peu dans la solitude. Et donc ils m'ont demandé au bout d'un moment si j'accepterais d'être leur marraine et j'étais bouleversée. J'ai évidemment dit oui. Voilà. C'est une démarche d'affect, d'implication, de temps donné. Et c'est beaucoup de temps, mais c'est beaucoup de joie. Et surtout une grande fierté pour moi, parce que j'ai une admiration sans borne pour ces hommes qui sont incroyables. Incroyables. Et je crois que vous acceptez pas de dîner le samedi soir pour rester... Alors c'est exact. Depuis que je suis devenue marraine, en fait, ma vie a changé, parce que le samedi soir, je n'accepte en effet plus de dîner. Pourquoi ? Alors je vais vous expliquer, Clémence, parce que le samedi soir, c'est de temps en temps le soir du coup de blues du légionnaire. Mes légionnaires à moi, ceux du 4e régiment étranger, de temps en temps, quand ils ont un coup de blues, ils m'écrivent ou ils ont besoin de parler. Et donc, je suis là pour leur parler. Et je fais en sorte de dégager du temps parce que je tiens à être à leur côté. En parallèle, vous avez créé une fondation qui porte votre nom. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus dessus, en quoi ça consiste et puis pourquoi vous êtes lancé dans une énième mission ? En fait, ça faisait plusieurs années que je m'occupais de la solidarité, c'est un terme un peu vague, au sein de la Légion et des armées en règle générale. Et donc, à chaque fois que telle ou telle association de soutien d'un régiment cherchait de l'argent pour aider une amicale, aider des blessés, trouver de l'argent pour construire une infirmerie, des choses comme ça, et c'est vrai qu'on faisait appel à moi souvent. Je recevais un certain nombre de demandes et je me suis dit, autant mutualiser tout ça et rendre tout ça un peu cartésien et mettre les choses en forme au sein d'une fondation que je vais abonder avec des fonds propres, enfin des fonds qui m'appartiennent, mais ma fondation peut également recevoir des dons et j'ai voulu qu'elle soit abritée sous égide de la Fondation de France parce que au moins c'est carré, c'est clair, c'est net. La Fondation de France, c'est l'État et donc tout ça est géré en parfaite transparence par l'État et avec la rétrocession fiscale pour tous les gens qui acceptent de faire des dons, bien sûr, qui leur est consenti. Voilà. On va parler évidemment aussi de votre livre, donc Femmes combattantes, paru en 2022 aux éditions Les Presses de la Cité. Il a déjà reçu un prix, le prix littéraire de l'armée de terre Erwan Bergo, donc délivré par l'armée. C'est quoi l'histoire de ce livre ? D'où vous vient cette idée d'un coup de vous mettre à écrire ? Alors, je ne savais pas que je savais écrire. J'aimais bien écrire, mais je pensais que c'était nul. Parce que moi, je suis pas du tout du genre à m'auto-célébrer. Donc, je me disais, oui, j'aime bien ce que j'écris, mais ma pauvre fille, t'es la seule à aimer ce que t'écris, quoi. J'étais plutôt dans cette démarche. Comme il y avait des femmes que j'admirais beaucoup, à commencer par Geneviève de Galard, qui est la grande héroïne de la bataille de Dien Bien Phu en Indochine, j'avais commencé à écrire son portrait. Mais pour moi, à la base. Un jour, comme j'avais imprimé le portrait, je l'avais laissé sur ma table basse du salon et j'ai un de mes amis qui se trouve être journaliste qui vient boire un pot à la maison et le téléphone sonne, je le laisse seul dans mon salon et évidemment le coquin, il a pris les quelques feuilles qui étaient devant lui parce qu'il s'ennuyait pendant que je téléphonais, il a commencé à lire et là il m'a dit « Mais Marie-Laure, c'est vachement bien, tu devrais en faire un bouquin ». Et finalement, j'ai fini par écrire d'autres portraits, chercher un éditeur, enfin tout ça a été un long chemin de Damas. Et puis un jour, je suis tombée sur les Presses de la Cité qui m'ont dit « Mais génial, voilà, j'ai été publiée et j'en reviens pas parce que le livre a vraiment super bien marché, j'en suis très très heureuse ». Vous voyez Clément, ce qui me fait le plus plaisir, c'est que moi j'ai mis tout de moi dans ce bouquin, le beau, le vrai, le grand, toutes les valeurs qui me fascinent et j'espère que c'est un bouquin qui vous soulève et qui vous donne un idéal en fait, c'est ça. Et quand j'ai écrit mon livre, je me suis dit ok, ça parle de 7 héroïnes entre la Seconde Guerre mondiale et nos jours. Elles sont militaires, sur des théâtres de guerre, donc ça va pas intéresser les jeunes. Mon lectorat naturel, ça va être 50+. En vérité, quand je suis allée sur les salons, j'ai vu arriver une nuée de petites jeunes filles vers moi qui me disaient « Buisson, on a lu votre livre, on a adoré, ou alors on vous a vu à la télé, c'est super, on veut rentrer dans l'armée, on veut s'engager. » Alors il y en a une qui voulait aller dans la marine, une autre qui m'a dit « Moi je veux être aviateur. » Et en fait, je me suis rendu compte que ça inspirait beaucoup de jeunes gens et donc ça m'a fait vraiment très très plaisir. Les femmes, les profils que vous avez choisis sont très très forts.
Comment est-ce que vous avez choisi ces 7 femmes ? D'abord, moi, j'ai une passion personnelle pour la Seconde Guerre mondiale. Donc, j'ai décidé de commencer à la période moderne, donc Seconde Guerre mondiale, jusqu'à nos jours. Alors, comment je les ai choisies ? En fait, l'idée que j'avais, c'était de faire un peu comme un tableau impressionniste, avec des petites touches de couleurs, avec des personnalités différentes, et me dire que mon livre, dans le fond, ça va être un tableau impressionniste. Et si on prend un peu de recul, on va voir, avec toutes ces petites taches de couleurs et toutes ces histoires différentes, le visage et le portrait d'une seule et même femme qui a les mêmes caractéristiques de courage, d'engagement, de beauté de l'âme, dans le fond, mais avec aussi ce qu'elle est, c'est-à-dire ses fragilités. Mes héroïnes ne sont pas des Robocop à l'américaine avec des armures en titane et des choses comme ça, et non, pas du tout. Elles sont infiniment humaines, et je pense que c'est ce qui a touché le lecteur, c'est qu'on se reconnaît en elles. Toutes ces femmes, les 7, elles s'oublient totalement pour la cause. Il y a une forme de gratuité dont vous parlez à la fin de votre livre. C'est ça qui me touche beaucoup dans l'engagement féminin, qui est peut-être justement une spécificité féminine. C'est la gratuité absolue de l'engagement. Alors attention, encore une fois, je ne dis pas que les hommes ne sont pas capables d'engagement gratuit. C'est pas ça ce que je veux dire. Mais chez la femme, il y a quelque chose qui vient des tripes, qui est un peu sacrificiel. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti dans mes héroïnes. Elles vont jusqu'au bout de ce qu'elles peuvent faire pour sauver les leurs, pour défendre la cause, et vraiment comme des tigresses, quoi, pour défendre la famille. Ça, c'est la première chose, donc le côté sacrificiel de leur engagement, mais également, et ça c'est très important, c'est qu'à aucun moment, aucune de ces femmes n'a demandé la moindre rétribution pour les actes héroïques qu'elles ont montrés. Quand vous entendez parler du sexe faible, du coup, ça vous évoque quoi après Ça me fait rire. Ah, moi, j'ai pas de problème. Si on m'appelle le sexe faible, c'est qu'on me voit pas venir. Donc, à la limite, c'est bien. Vaut mieux être sous-estimé. Je suis pas très sensible à ce genre de... C'est évidemment une bêtise de dire le sexe faible, ça n'a pas de sens. Votre livre, c'est un hommage à ces femmes restées anonymes alors qu'elles ont fait véritablement le don de soi, ou c'est le symbole de votre engagement féministe ? C'est votre féminisme à vous ? Bien sûr que je suis féministe, mais je suis pas féministe au sens de la proclamation politique. Ça me dérange. Le féminisme n'est pas une proclamation politique, en tout cas pas pour moi. Je vais vous dire une chose, Clémence. Vous savez, un jour j'ai un ami qui m'a dit quelque chose de très vrai. Il n'y a pas d'amour et des preuves d'amour. Eh ben, je pense qu'il n'y a pas de féminisme, il n'y a que des preuves de féminisme. Et les preuves de féminisme, à mes yeux, c'est pas de crier fort et d'envoyer 3 tweets. Je pense que mes héroïnes à moi, elles sont infiniment plus féministes que beaucoup de femmes. Et pourquoi ? Parce que elles ont montré, par l'exemple, ce dont elles étaient capables, et elles ont porté haut la féminité et le génie féminin, dans le fond, par leurs actions. Voilà. Dans la préface de votre livre, vous vous offusquez de voir les personnages de Zorro et James Bond féminisés. Oui, ça m'énerve. Pourquoi ? Je trouve ça ridicule. Parce que je pense qu'il y a suffisamment de personnages de femmes admirables, avec des histoires dingues à raconter, pour ne pas avoir besoin de faire une Zorotte. Mais pourquoi ? James Bond, il a été créé comme un personnage masculin, qui a son Walter PKK, là, son revolver spécial, qui boit, qui joue. Très bien, c'est le personnage. Il y a suffisamment de femmes dont on peut faire le portrait pour pas avoir besoin de tout féminiser. Ça n'a pas de sens. Je vois pas l'intérêt. Laissez-nous notre James Bond. Les femmes sont pas acceptées dans la Légion. Aujourd'hui, il n'y a pas de femmes, en tout cas, dans la Légion. Non, il n'y en a pas. C'est par nécessité ou c'est une fatalité ? C'est simple, la Légion, c'est une institution d'élite. Donc, pardon de vous le dire, mais l'épaisseur du muscle rentre en ligne de compte, premièrement. Deuxièmement, je viens de vous dire qu'il y avait 150 nationalités et des hommes qui viennent d'un peu partout. On a trouvé une méthode pour les faire vivre ensemble et ça marche. Et si vous rajoutez en plus le facteur féminin, avec des types qui sont ultra testostéronés, et précisément c'est ce qu'on leur demande, d'être ultra testostéronés, ça va être compliqué. Je pense que l'égalité évidente et qu'il faut proclamer haut et fort entre les hommes et les femmes, je pense que ça ne suppose pas d'éradiquer la différence entre les sexes. Et la Légion étrangère sont des types qui sont ultra musclés, qui vont aller faire des trucs où il faut une force invraisemblable dans les pires conditions. C'est la tradition, c'est comme ça, c'est un régiment d'hommes. Et puis bon, voilà. Oui, la mixité c'est formidable, mais il reste des endroits où ça serait pas forcément une bonne idée.
Une question un peu plus personnelle. Est-ce que votre engagement, votre vision de tout ce dont on a parlé là a évolué le jour où vous êtes devenue mère ? Est-ce que ça a changé la perception des choses ? Alors non, pas le jour où je suis devenue mère, mais en revanche, le jour où mon livre a été publié, je me suis dit, je suis heureuse que plus tard, mes fils puissent lire mon livre, heureuse qu'ils lisent des beaux portraits de femmes exceptionnelles. Et ça leur donnera des exemples vertueux, fascinants, des plus belles au sens admirable moralement, des plus belles femmes qu'ils puissent rencontrer. Et ça, oui, ça a été important pour moi. Quel est pour vous le moment le plus fort dans tout votre parcours ? Quand j'ai été faite marraine du 4e régiment étranger, sur la place d'Armes, en présence du chef d'état-major des armées, le général Burkhardt. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit que c'était trop dur, que la marche était trop haute et vous aviez envie de renoncer ? Jamais. J'ai trop mauvais caractère pour ça. Et votre prochain Everest ? Mon 2e livre, là, j'ai l'impression que je m'en sortirai jamais, mais bon. Est-ce que vous avez un mantra qui vous guide dans votre vie ? Je n'abandonne jamais. Et je n'abandonne jamais. Et plus ça va être compliqué, plus je vais avoir la hargne et plus je vais y aller et je vais retourner et je vais retourner et je vais me mordre le mollet jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux. Voilà, je suis insupportable. On va revenir à un de mes sujets de prédilection qui est l'automobile. Oui. Est-ce que vous passez beaucoup de temps en voiture ? Alors, je passais beaucoup de temps en voiture jusqu'à ce qu'une certaine Anne Hidalgo prenne le pouvoir à Paris. Et donc, je passe moins de temps en voiture, ce qui probablement était le but recherché. Mais je trouve ça très dommage parce que pour moi, la voiture a une vertu apaisante. J'adore conduire. Je trouve ça extraordinaire. Ça m'apaise infiniment, ça me permet de réfléchir, d'avoir un moment pour moi que je n'ai pas à la maison parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a le téléphone, parce qu'il y a la vie quotidienne. Et quand on conduit, on est seul avec soi-même, on a la route en face et on a le temps de réfléchir. Et c'est un moment de méditation pour moi, la conduite. Et j'adore ça, j'adore ça. Qu'est-ce qui ne vous quitte jamais quand vous prenez la voiture ? Un petit porte-clés que j'ai avec moi de la Légion étrangère avec marqué dessus Legio Patria Nostra. Alors, en vert et rouge et qui m'a été offert par mes filleuls. Alors d'un côté, il y a marqué Legio Patria Nostra et de l'autre côté, notre marraine. Quel est votre pire souvenir en voiture ? Une descente d'une station de ski dans des virages où j'ai été sacrément malade. Ouais, ça, c'était franchement pas agréable. Sinon, encore une fois, vraiment, moi, j'ai eu un vrai problème avec le fait de plus pouvoir conduire dans Paris parce que ça me faisait un bien fou. Je trouve ça insupportable. Par exemple, ça aussi, une autre vertu d'avoir des filleuls qui habitent loin, à 900 km, c'est que quand je vais les voir à Castelnaudary, j'arrive à Toulouse et là, je prends la voiture et pendant 1h30, je peux conduire. Et c'est un bonheur fou. J'adore ça. Finalement, au volant, vous êtes plutôt zen, énervé, vous chantez, vous écoutez de la musique, des podcasts ? Oui, j'écoute des podcasts, ça m'arrive, de la musique beaucoup. Je branche la station qui vient et puis je chante. Voilà, je chante. Et pour finir, comme le veut la tradition de Parole de Femme, on part en road trip. Marie-Laure, où est-ce que vous nous emmenez ? Ah là là. Je pense que je vous emmène sur la côte amalfitaine, en Italie. Voilà, voir des belles choses. Un pays extraordinaire que j'aime infiniment, avec toutes les origines de l'Europe, notre civilisation. Voilà, c'est beau. C'est beau, ça sent bon. Il y a des petits restaurants partout. On peut s'arrêter, manger des tomates avec de l'huile d'olive, de la mozzarella. Il y a des beaux citrons, des femmes belles, des gens gentils et une langue tellement jolie et qui chante une mélodie. Voilà où je vous emmène. Marie-Laure, au revoir et un grand merci pour ce moment engagé. Merci Clémence. C'était Parole de Femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. À chaque épisode, une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles se confient en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de Femme.